Bon après-midi, Monsieur Dubé. Bon après-midi. Comment ça va? Ça va bien, vous? Oui, ça va. Bon, alors, on s'est parlé à quelques occasions en parlant de la scène américaine, en disant que c'était une scène très intéressante, mais là, c'est autre chose lorsqu'on regarde cette partie de l'histoire qui est l'histoire du monde qui est en train de s'écrire avec cette guerre, l'attitude de Joe Biden qui prend le lead de la coalition internationale, si on peut parler de coalition. Enfin, le monde occidental qui a une attitude ferme, n'est-ce pas, et qui y va de sanctions mesurées et par gradation, n'est-ce pas, pour faire cesser l'agression de la Russie. C'est intéressant pour un chercheur en résidence, n'est-ce pas? Absolument, là, bien que les sanctions aient peut-être un petit peu tardé à arriver pour commencer à faire mal à l'économie russe. Il faut tout de même admettre que dans les dernières journées, là, puis depuis le début de l'invasion, les sanctions sont de plus en plus agressifs, puis ça n'arrête pas pour le moment. Les alliés occidentaux sont toujours en discussion à savoir s'ils vont aller plus loin pour imposer des sanctions, notamment là, économiques à la Russie, parce que présentement, ce qu'on voit, c'est que c'est relativement efficace au niveau de la dévaluation de la monnaie, puis de l'impact économique sur la Russie. On a vu que Vladimir Poutine a dû renflouer les caisses de l'État, je ne sais quoi, en tout cas apporter de la vigueur au rouble. Pendant combien de fois il peut le faire? C'est la tactique qui est utilisée pour l'instant, mais encore une fois, est-ce qu'il peut le faire à répétition? Est-ce qu'il a prévu le coup? Est-ce que finalement, avec tout ça, est-ce qu'on doit reconnaître que les sanctions économiques vont avoir une incidence, je dirais, positive sur la fin de cette guerre, non? Ben, tout d'abord, les sanctions, évidemment, ont pas fonctionné, du moins, ou la menace de sanctions au départ n'ont pas fonctionné pour dissuader Poutine d'entrer en guerre. Mm-hmm. Ça, c'est définitivement un échec parce que la Russie a calculé qu'elle ait bien ou mal calculé son coût, a décidé de faire cette invasion-là advienne que pourra. Cela dit, les sanctions qu'on voit présentement sont assez efficaces pour générer une certaine attrition, du moins pour rendre l'incursion puis l'invasion très difficile et très coûteuse pour la Russie. Puis ça, sur le long terme, ça risque d'être relativement efficace parce que oui, on vous le dit, la Russie a quand même une bonne réserve de monnaie, plus ou moins 600 milliards si je ne me trompe pas. Cela dit, Vladimir Poutine ne pourra pas non plus prendre cet argent-là puis l'utiliser ad vitam aeternam si les sanctions se poursuivent et s'intensifient, surtout lorsqu'on parle des différents blocages ou des fermetures d'institutions américaines, d'institutions occidentales au trafic financier et aux transactions financières avec la Russie. Ben, il y a une certaine part de cet argent-là qui ne sera plus nécessairement accessible à Poutine, ce qui pourrait faire vraiment mal, parce que ça, c'était pas nécessairement quelque chose qu'il avait calculé avant de décider d'envahir l'Ukraine. Je ne peux pas répéter exactement les termes utilisés par Vladimir Poutine par rapport à l'aspect atomique qu'il a fait contrôler, qu'il a mis en branle. Toujours est-il que il semble qu'il soit vraiment mal pris pour oser utiliser des termes dans ce sens-là. Est-ce que ça risque de faire peur les alliés occidentaux et finalement d'abandonner l'Ukraine pour éviter l'usage par Vladimir Poutine de l'arme atomique? Déjà avant le discours sur la question d'armes nucléaires ou d'armes de destruction massive, ou du moins le moment où Poutine a augmenté le niveau d'alerte, l'Occident voulait déjà pas envoyer de troupes, notamment de troupes que ce soit américaines, de puissances européennes ou de l'OTAN,
Parce que, comme Joe Biden l'avait dit, lorsque les troupes américaines puis des troupes russes se tirent dessus, c'est une troisième guerre mondiale. Donc, évidemment, l'Occident utilise tous les moyens détournés, que ce soit par le financement, l'envoi d'équipements militaires, l'envoi d'armement, l'envoi d'argent pour supporter l'Ukraine. Donc, c'est pas nécessairement cette menace-là qui va empêcher ce genre de choses-là de continuer, parce qu'il n'y a pas de comme on dit, entre guillemets, boots on the ground. Il n'y a pas de troupes occidentales qui sont en Ukraine pour combattre. Donc ça devrait pas nécessairement changer, surtout si Vladimir Poutine brandit cette menace-là. Cela dit, effectivement, la Russie s'y attendait pas nécessairement à ce que ce soit peut-être aussi difficile. On s'attendait à une guerre éclair, c'est-à-dire que Kiev allait peut-être tomber plus facilement. Peut-être que la Russie a sous-estimé la capacité, oui, des forces ukrainiennes, mais aussi la résilience des citoyens et des citoyennes à vouloir finalement garder le contrôle de leur ville, de leur région face à l'invasion russe. Mais au moment où on se parle, il y a une tenue impeccable des alliés, peut-être des alliés circonstanciels de l'Ukraine, mais le monde est ukrainien, n'est-ce pas? Et ça envoie un message plutôt clair. Et dans la géopolitique, il faut aussi regarder les alliés comment indéfectibles de la Russie. Entre autres, la Chine. L'attitude de la Chine est intéressante à plus d'un titre parce que la Chine essaye de souffler le chaud et le froid. Oui, effectivement, la Chine, indirectement, finalement, vient supporter un peu le rôle de la Russie parce qu'elle ne s'ingère pas. Ne dit pas à Vladimir Poutine là, publiquement, fais ci, fais pas ça, et vient pas non plus supporter, par exemple, les puissances occidentales. Donc elle profite un peu de son statut de puissance pour laisser la Russie faire ce qu'elle veut. Puis de son côté, elle peut se concentrer un peu sur ce qu'elle veut faire, sur sa projection de puissance en Asie. Puis évidemment, il y a toute la question de Taïwan qui vient sur la table, à savoir est-ce que la Chine va saisir cette opportunité-là pendant que les Occidentaux sont occupés en Europe pour envahir Taïwan. Est-ce qu'elle ne le fera pas? Quels sont les plans de Xi Jinping? Dans tous les cas, il y a une certaine fenêtre d'opportunité pour la Chine qui pourrait profiter de cette situation-là à plusieurs égards, effectivement. Maintenant, il y a le vote qui doit se passer sur cette guerre aujourd'hui. C'est un vote qui inclut les 193 pays membres de l'ONU. Est-ce que parce qu'on attend encore le résultat, est-ce que peut-être que ça ira jusqu'à demain, nous dit-on, est-ce que ça serait suffisant pour continuer à teinter le message à la Russie, à savoir que c'est une guerre déraisonnable, c'est une guerre qui n'a pas été provoquée, que la Russie a elle-même inventée? Malheureusement, pour les Nations Unies, une déclaration de l'Assemblée générale avec tous les membres peut venir condamner, peut venir dire que c'est mal, mais ne peut pas prendre action. Ça doit passer par le Conseil de sécurité. Puis malheureusement, la Russie a un droit de veto, puis va nécessairement empêcher toute action concrète. Et puis au moment où on se parle, Vladimir Poutine n'en a probablement que très peu à faire là d'une déclaration des Nations Unies qui dit que c'est une mauvaise guerre. Il a décidément fait le choix actif de devenir un peu un paria de l'Occident, puis des nations qui défendent du moins la démocratie, puis les valeurs de l'ordre international libéral, puis des Nations Unies. Et vous pensez que à ce compte, Vladimir Poutine peut continuer à jouer à l'indifférent? Vous croyez que au moment où on se parle, Vladimir Poutine n'a aucune inquiétude pour son prestige personnel, le prestige de la Russie qui se veut un pays
libérateur et tout ça. Vous croyez que l'image de Vladimir Poutine n'est pas importante à ce titre-là? Bien, effectivement, son image est très importante. Il se projette souvent comme un homme fort. Il essaie de projeter la Russie comme une puissance, comme pour se faire respecter. Puis c'est un peu ça qu'il fait malheureusement. C'est un peu le même principe qu'on en parle en bien, qu'on en parle en mal. Du moment qu'on en parle, c'est ça l'important. Donc il veut pas nécessairement du moment que les gens reconnaissent le statut de puissance de la Russie, que ce soit pour les bonnes ou pour les mauvaises raisons, ben il aura atteint son but, parce que durant les dernières décennies, il a essayé par tous les moyens de faire reconnaître quand même le retour en puissance puis le statut de la Russie, ce qui a été relativement difficile. Puis en ce moment, c'est ça qu'il cherche à faire, parce qu'on va s'entendre, les régions du Donbass, c'est pas non plus une vache à lait financière pour la Russie, c'est surtout une raison là, pour envahir l'Ukraine puis démontrer son statut de puissance dans l'espace post-soviétique, dans les anciennes républiques, faire respecter son autorité par l'Europe, mais aussi par l'Occident, par le fait même, par les États-Unis. Et si on veut être vraiment cynique, est-ce qu'on pourrait penser que c'est une guerre qui est menée par le bad cop, pendant que le bon cop regarde toujours son projet de la route de la soie, n'est-ce pas, espérant que les États-Unis se mêlent de guerre pendant que la Chine continuerait son projet pour devenir la première puissance mondiale? Ben, nécessairement, la Chine profite du fait que les Américains, les États-Unis sont occupés à gérer avec la Russie, à s'impliquer là, parce que pendant ce moment-là, on s'inquiète moins, du moins on prête moins d'attention à ce que la Chine fait, et puis c'est nécessairement dans l'intérêt de la Chine que, par exemple, la Russie quitte un peu l'espace économique européen, puis se retourne vers la Chine pour s'intégrer davantage dans les nouvelles routes de la soie, pardonnez-moi, puis dans l'économie là, asiatique. Donc, effectivement, sur le long terme, économiquement, ça peut être profitable pour la Chine que la Russie s'aliène les puissances occidentales. Et peut-être donc, à ce compte, c'est une bonne décision que Joe Biden ait prise de ne pas s'impliquer physiquement et sur le terrain, surtout après l'Afghanistan, n'est-ce pas, dans cette guerre contre l'Ukraine, attendant les prétentions après l'Ukraine de Vladimir Poutine? Ben, effectivement, là, d'un point de vue de politique américaine, après un retrait chaotique de l'Afghanistan, c'est peut-être pas le meilleur moment d'envoyer des troupes là, d'un point de vue d'opinion politique en Ukraine, puis d'un point de vue stratégique, d'envoyer des troupes américaines potentiellement là, se faire tirer dessus par des troupes russes, c'est probablement pas la première stratégie à laquelle on devrait penser, surtout considérant que pour l'instant les sanctions fonctionnent relativement bien pour peut-être ralentir les ardeurs de la Russie à poursuivre leurs incursions en Ukraine puis l'invasion. Cela dit, là, les prochains jours, les prochaines semaines vont nous dire à quel point ces sanctions sont efficaces, puis à quel point Washington puis Bruxelles devront lever le ton pour voir un retrait des forces russes de l'Ukraine. David Dubé, chercheur en résidence de la chaire de recherche Raoul Dandurand et membre de l'Observatoire sur les États-Unis. Je vous remercie, mon cher David Dubé, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Au revoir.
bon après-midi, Monsieur Dubé. Bon après-midi. Comment ça va? Ça va bien, vous? Oui, ça va. Bon, alors, on s'est parlé à quelques occasions en parlant de la scène américaine, en disant que c'était une scène très intéressante, mais là, c'est autre chose lorsqu'on regarde cette partie de l'histoire qui est l'histoire du monde qui est en train de s'écrire avec cette guerre, l'attitude de Joe Biden qui prend le lead de la coalition internationale, si on peut parler de coalition. Enfin, le monde occidental qui a une attitude ferme, n'est-ce pas, et qui y va de sanctions mesurées et par gradation, n'est-ce pas, pour faire cesser l'agression de la Russie. C'est intéressant pour un chercheur en résidence, n'est-ce pas? Absolument, là, bien que les sanctions aient peut-être un petit peu tardé à arriver pour commencer à faire mal à l'économie russe. Il faut tout de même admettre que dans les dernières journées, là, puis depuis le début de l'invasion, les sanctions sont de plus en plus agressives, puis ça n'arrête pas pour le moment. Les alliés occidentaux sont toujours en discussion à savoir s'ils vont aller plus loin pour imposer des sanctions, notamment là, économiques à la Russie, parce que présentement, ce qu'on voit, c'est que c'est relativement efficace au niveau de la dévaluation de la monnaie, puis de l'impact économique sur la Russie. On a vu que Vladimir Poutine a dû renflouer les caisses de l'État, je ne sais quoi, en tout cas apporter de la vigueur au rouble. Pendant combien de fois il peut le faire? C'est la tactique qui est utilisée pour l'instant, mais encore une fois, est-ce qu'il peut le faire à répétition? Est-ce qu'il a prévu le coup? Est-ce que finalement, avec tous ces, est-ce qu'on doit reconnaître que les sanctions économiques vont avoir une incidence, je dirais, positive sur la fin de cette guerre, non? Ben, tout d'abord, les sanctions, évidemment, ont pas fonctionné, du moins, ou la menace de sanctions au départ n'ont pas fonctionné pour dissuader Poutine d'entrer en guerre. Ça, c'est définitivement un échec parce que la Russie a calculé qu'elle ait bien ou mal calculé son coût, a décidé de faire cette invasion-là advienne que pourra. Cela dit, les sanctions qu'on voit présentement sont assez efficaces pour générer une certaine attrition, du moins pour rendre l'incursion puis l'invasion très difficile et très coûteuse pour la Russie. Puis ça, sur le long terme, ça risque d'être relativement efficace parce que oui, on vous le dit, la Russie a quand même une bonne réserve de monnaie, plus ou moins 600 milliards si je ne me trompe pas. Cela dit, Vladimir Poutine ne pourra pas non plus prendre cet argent-là puis l'utiliser ad vitam aeternam si les sanctions se poursuivent et s'intensifient, surtout lorsqu'on parle des différents blocages ou des fermetures d'institutions américaines, d'institutions occidentales au trafic financier et aux transactions financières avec la Russie. Ben, il y a une certaine part de cet argent-là qui ne sera plus nécessairement accessible à Poutine, ce qui pourrait faire vraiment mal, parce que ça, c'était pas nécessairement quelque chose qu'il avait calculé avant de décider d'envahir l'Ukraine. Je ne peux pas répéter exactement les termes utilisés par Vladimir Poutine par rapport à l'aspect atomique qu'il a fait contrôler, qu'il a mis en branle. Toujours est-il que il semble qu'il soit vraiment mal pris pour oser utiliser des termes dans ce sens-là. Est-ce que ça risque de faire peur les alliés occidentaux et finalement d'abandonner l'Ukraine pour éviter l'usage par Vladimir Poutine de l'arme atomique? Déjà avant le discours sur la question d'armes nucléaires ou d'armes de destruction massive, ou du moins le moment où Poutine a augmenté le niveau d'alerte, l'Occident voulait déjà pas envoyer de troupes, notamment de troupes qui sont américaines, de puissances européennes ou de l'OTAN,
Parce que, comme Joe Biden l'avait dit, lorsque les troupes américaines puis des troupes russes se tirent dessus, c'est une troisième guerre mondiale. Donc, évidemment, l'Occident utilise tous les moyens détournés, que ce soit par le financement, l'envoi d'équipements militaires, l'envoi d'armement, l'envoi d'argent pour supporter l'Ukraine. Donc, c'est pas nécessairement cette menace-là qui va empêcher ce genre de choses-là de continuer, parce qu'il n'y a pas de comme on dit, entre guillemets, boots on the ground. Il n'y a pas de troupes occidentales qui sont en Ukraine pour combattre. Donc ça devrait pas nécessairement changer, surtout si Vladimir Poutine brandit cette menace-là. Cela dit, effectivement, la Russie s'y attendait pas nécessairement à ce que ce soit peut-être aussi difficile. On s'attendait à une guerre éclair, c'est-à-dire que Kiev allait peut-être tomber plus facilement. Peut-être que la Russie a sous-estimé la capacité, oui, des forces ukrainiennes, mais aussi la résilience des citoyens et des citoyennes à vouloir finalement garder le contrôle de leur ville, de leur région face à l'invasion russe. Mais au moment où on se parle, il y a une tenue impeccable des alliés, peut-être des alliés circonstanciels de l'Ukraine, mais le monde est ukrainien, n'est-ce pas? Et ça envoie un message plutôt clair. Et dans la géopolitique, il faut aussi regarder les alliés comme indéfectibles de la Russie. Entre autres, la Chine. L'attitude de la Chine est intéressante à plus d'un titre parce que la Chine essaye de souffler le chaud et le froid. Oui, effectivement, la Chine, indirectement, finalement, vient supporter un peu le rôle de la Russie parce qu'elle ne s'ingère pas. Ne dit pas à Vladimir Poutine là, publiquement, fais ci, fais pas ça, et vient pas non plus supporter, par exemple, les puissances occidentales. Donc elle profite un peu de son statut de puissance pour laisser la Russie faire ce qu'elle veut. Puis de son côté, elle peut se concentrer un peu sur ce qu'elle veut faire, sur sa projection de puissance en Asie. Puis évidemment, il y a toute la question de Taïwan qui vient sur la table, à savoir est-ce que la Chine va saisir cette opportunité-là pendant que les Occidentaux sont occupés en Europe pour envahir Taïwan. Est-ce qu'elle ne le fera pas? Quels sont les plans de Xi Jinping? Dans tous les cas, il y a une certaine fenêtre d'opportunité pour la Chine qui pourrait profiter de cette situation-là à plusieurs égards, effectivement. Maintenant, il y a le vote qui doit se passer sur cette guerre aujourd'hui. C'est un vote qui inclut les 193 pays membres de l'ONU. Est-ce que parce qu'on attend encore le résultat, est-ce que peut-être que ça ira jusqu'à demain, nous dit-on, est-ce que ça serait suffisant pour continuer à teinter le message à la Russie, à savoir que c'est une guerre déraisonnable, c'est une guerre qui n'a pas été provoquée, que la Russie a elle-même inventée? Malheureusement, pour les Nations Unies, une déclaration de l'Assemblée générale avec tous les membres peut venir condamner, peut venir dire que c'est mal, mais ne peut pas prendre action. Ça doit passer par le Conseil de sécurité. Puis malheureusement, la Russie a un droit de veto, puis va nécessairement empêcher toute action concrète. Et puis au moment où on se parle, Vladimir Poutine n'en a probablement que très peu à faire là d'une déclaration des Nations Unies qui dit que c'est une mauvaise guerre. Il a décidément fait le choix actif de devenir un peu un paria de l'Occident, puis des nations qui défendent du moins la démocratie, puis les valeurs de l'ordre international libéral, puis des Nations Unies. Et vous pensez que à ce compte, Vladimir Poutine peut continuer à jouer à l'indifférent? Vous croyez que au moment où on se parle, Vladimir Poutine n'a aucune inquiétude pour son prestige personnel, le prestige de la Russie qui se veut un pays
libérateur et tout ça. Vous croyez que l'image de Vladimir Poutine n'est pas importante à ce titre-là? Bien, effectivement, son image est très importante. Il se projette souvent comme un homme fort. Il essaie de projeter la Russie comme une puissance, pour se faire respecter. Puis c'est un peu ça qu'il fait malheureusement. C'est un peu le même principe qu'on en parle en bien, qu'on en parle en mal. Du moment qu'on en parle, c'est ça l'important. Donc il veut pas nécessairement du moment que les gens reconnaissent le statut de puissance de la Russie, que ce soit pour les bonnes ou pour les mauvaises raisons, il aura atteint son but. Parce que durant les dernières décennies, il a essayé par tous les moyens de faire reconnaître quand même le retour en puissance puis le statut de la Russie, ce qui a été relativement difficile. Puis en ce moment, c'est ça qu'il cherche à faire, parce qu'on va s'entendre, les régions du Donbass, c'est pas non plus une vache à lait financière pour la Russie, c'est surtout une raison là, pour envahir l'Ukraine puis démontrer son statut de puissance dans l'espace post-soviétique, dans les anciennes républiques, faire respecter son autorité par l'Europe, mais aussi par l'Occident, par le fait même, par les États-Unis. Et si on veut être vraiment cynique, est-ce qu'on pourrait penser que c'est une guerre qui est menée par le bad cop, pendant que le bon cop regarde toujours son projet de la route de la soie, n'est-ce pas, espérant que les États-Unis se mêlent de guerre pendant que la Chine continuerait son projet pour devenir la première puissance mondiale? Ben, nécessairement, la Chine profite du fait que les Américains, les États-Unis sont occupés à gérer avec la Russie, à s'impliquer là, parce que pendant ce moment-là, on s'inquiète moins, du moins on prête moins d'attention à ce que la Chine fait, et puis c'est nécessairement dans l'intérêt de la Chine que, par exemple, la Russie quitte un peu l'espace économique européen, puis se retourne vers la Chine pour s'intégrer davantage dans les nouvelles routes de la soie, pardonnez-moi, puis dans l'économie là, asiatique. Donc, effectivement, sur le long terme, économiquement, ça peut être profitable pour la Chine que la Russie s'aliène les puissances occidentales. Et peut-être donc, à ce compte, c'est une bonne décision que Joe Biden ait prise de ne pas s'impliquer physiquement et sur le terrain, surtout après l'Afghanistan, n'est-ce pas, dans cette guerre contre l'Ukraine, attendant les prétentions après l'Ukraine de Vladimir Poutine? Ben, effectivement, là, d'un point de vue de politique américaine, après un retrait chaotique de l'Afghanistan, c'est peut-être pas le meilleur moment d'envoyer des troupes là, d'un point de vue d'opinion politique en Ukraine, puis d'un point de vue stratégique, d'envoyer des troupes américaines potentiellement là, se faire tirer dessus par des troupes russes, c'est probablement pas la première stratégie à laquelle on devrait penser, surtout considérant que pour l'instant les sanctions fonctionnent relativement bien pour peut-être ralentir les ardeurs de la Russie à poursuivre leurs incursions en Ukraine puis l'invasion. Cela dit, là, les prochains jours, les prochaines semaines vont nous dire à quel point ces sanctions sont efficaces, puis à quel point Washington puis Bruxelles devront lever le ton pour voir un retrait des forces russes de l'Ukraine. David Dubé, chercheur en résidence de la chaire de recherche Raoul Dandurand et membre de l'Observatoire sur les États-Unis. Je vous remercie, mon cher David Dubé, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Au revoir.